dans une banlieue paisible de Clermont, bercée par le murmure des arbres et le rythme tranquille des saisons, vivait un homme âgé, Monsieur Manuel Garnier. Depuis que sa fille Élise avait divorcé, il s'occupait seul de sa petite-fille Chloé, une enfant de 10 ans à la peau claire et aux yeux d'un bleu profond, marquée d'une sensibilité rare. Chaque jour, il l'accompagnait dans ses devoirs, lui préparait des tartines de confiture maison, et veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Du moins, c'est ce que tout le voisinage croyait. Mais un jour d'automne, une ombre s'immisça dans cette image parfaite. Et ce fut Madame Claire, la voisine de toujours, qui l'aperçut la première. Ce jour-là, le vent soulevait doucement les feuilles rouges et or sur les trottoirs. Assise dans son salon, un ouvrage de broderie entre les doigts, Madame Claire avait entrouvert sa fenêtre, comme à son habitude. Tout en piquant son aiguille dans la dentelle d'un mouchoir, elle leva les yeux machinalement vers la maison d'en face, et son cœur se figea. Là, à travers la vitre légèrement embuée, elle aperçut Chloé, assise au sol, le dos plaqué contre le mur du salon, les genoux repliés contre sa poitrine. Son visage pâle était baigné de larmes, ses yeux écarquillés, noyés dans une terreur muette. Devant elle, Monsieur Manuel se tenait debout, rigide. Son expression était dure, presque hostile. Et surtout, dans sa main, brillait un objet long et tranchant. Un éclat métallique sous la lumière du soleil. Un couteau? Le sang de Madame Claire ne fit qu'un tour. Elle se leva brusquement, renversant son tambour de broderie, et s'approcha en retenant son souffle. Elle tenta d'observer mieux, Manuel lui tournait le dos, mais son bras était levé, tenant fermement ce qui semblait bien être une lame. Chloé, elle, tremblait. Un mot s'échappa des lèvres de la vieille femme, « Mon Dieu !» Elle referma précipitamment le rideau, le cœur affolé, et resta figée dans l'ombre de sa fenêtre pendant de longues minutes. Avait-elle mal vu? Était-ce une simple illusion d'optique? Mais non, l'expression sur le visage de Chloé, ce regard désespéré, ce n'était pas un malentendu. C'était réel. Et ça la hanta toute la nuit. Quelques jours plus tard, une fois ses émotions un peu apaisées, elle prit une décision. Elle prépara un gâteau au chocolat, le dessert préféré de Chloé, et marcha jusqu'à la maison de Monsieur Manuel. Il ouvrit la porte, l'air paisible, bien que surpris. « Madame Claire, dit-il d'une voix grave et polie. Cela fait un moment, tout va bien? Bonjour, Monsieur Manuel, répondit-elle avec un sourire crispé. J'ai préparé un petit gâteau pour Chloé. Je ne l'ai pas vue dans la cour ces derniers jours, tout va bien? L'homme fronça à peine les sourcils, puis acquiesça. Merci, dit-il en prenant la boîte. Elle a attrapé un petit rhume. Rien de grave, mais je préfère qu'elle reste à l'intérieur. Madame Claire hocha la tête, mais son regard s'attarda. Elle mange toujours aussi bien? Si vous voulez, je peux lui préparer une soupe ou une purée. Ce n'est pas nécessaire. Elle mange comme d'habitude, répondit-il, esquissant un sourire courtois avant de refermer la porte. Elle resta quelques secondes plantée devant le perron, l'estomac noué. Un rhume? Mais pourquoi tous les rideaux restaient-ils obstinément fermés, même en plein jour? Pourquoi ne pas laisser l'enfant prendre un peu l'air? Ce même après-midi, elle aperçut enfin Chloé. La fillette traversait furtivement le jardin en direction du fond de la maison. Madame Claire l'appela, douce et rassurante. « Chloé, ma chérie. Viens, j'ai un petit cadeau pour toi. » Mais Chloé s'arrêta à peine. Elle leva brièvement les yeux, puis détourna le regard, baissa la tête et accéléra le pas. Pas un mot. Pas un sourire. Rien. Le cœur de Madame Claire se serra. Ce n'était pas l'absence de réponse qui la bouleversa, mais la peur. Cette peur brutale qui avait traversé fugitivement le regard de l'enfant. Ce soir-là, dans le silence de sa maison, elle ouvrit son vieux carnet et y inscrivit d'une écriture tremblante. 1er octobre. Chloé n'est pas sortie depuis 3 jours. Les rideaux sont tirés. Quand je l'ai appelée, elle m'a évité. Elle semblait effrayée. Son regard n'était pas normal. Quelque chose ne va pas. Le lendemain matin, elle se leva plus tôt que d'ordinaire. Un café brûlant à la main, emmitouflée dans son manteau, elle s'installa sur son porche, les yeux fixés sur la maison d'en face. Toujours aucun signe de vie. Rideau clos, silence total. Juste au moment où elle allait rentrer, elle entendit des pas précipités sur l'allée. Elle vit alors une silhouette menue, Chloé. Elle portait ce petit pull lavande que Madame Claire avait complimenté un jour.
Ses cheveux étaient en désordre, et sa démarche incertaine, comme si elle avait chuté, ou été bousculée. Le cœur battant, Madame Claire voulut l'interpeller, mais l'instant s'évapora. La fillette disparut aussi vite qu'elle était apparue. Toute la matinée, Madame Claire resta préoccupée. Chaque bruit de moteur la faisait sursauter. À midi, elle alla au marché, espérant croiser des voisins. Elle aperçut Madame Rose, sa meilleure amie, propriétaire d'une boutique de bonbons. « Dis-moi, tu as vu Chloé récemment » demanda-t-elle en tentant de dissimuler son inquiétude. « Non » répondit Rose en haussant les épaules. « Ça fait plusieurs jours. J'avais commandé des biscuits rien que pour elle, mais Manuel m'a dit qu'elle ne mangeait plus de sucreries. Pourtant, elle les adorait. » Claire acquiesça. « Elle m'a évité ?» Comme si elle avait peur. « Tu crois qu'il se passe quelque chose ?» Je ne sais pas. Mais j'ai un pressentiment, quelque chose ne tourne pas rond. L'après-midi même, elle passa lentement devant la maison Garnier, feignant une promenade. Toujours pas un souffle, pas une ombre. Mais alors qu'elle tournait les talons, une fenêtre du premier étage s'entr'ouvrit. Une paire d'yeux surgit entre les rideaux. Chloé. Elle l'observa quelques secondes, puis disparut brusquement, refermant le rideau dans un geste vif, comme si elle redoutait d'être vue. « Chloé » murmura Madame Claire. « Tu essaies de me dire quelque chose ?» Le soir venu, elle reprit son carnet. 2 octobre. Les rideaux sont toujours fermés. Chloé semble apeurée. Son regard m'a bouleversé. Il appelait à l'aide. Et si Monsieur Manuel n'était pas l'homme que l'on croit? Cette nuit-là, elle dormit à peine. Chaque craquement la faisait tressaillir. Et comme si son instinct l'avait averti, un bruit léger résonna vers minuit. Le froissement d'un rideau, des pas hésitants. Elle se leva, écarta le rideau de sa propre fenêtre. Dans la cuisine d'en face, une silhouette traversait lentement la pièce, portant ce qui semblait être un manche. Une canne? Non. Un bâton, long, rigide. Puis, les lumières s'éteignirent. Et la maison rebascula dans l'obscurité. Le lendemain matin, Madame Claire fit ce qu'elle redoutait, elle appela Élise, la mère de Chloé, qu'elle n'avait pas contactée depuis plus de 6 mois. « Allô ? Bonjour Élise, c'est Madame Claire, la voisine de votre père ? Vous avez un moment ? Bien sûr. Que se passe-t-il ? C'est à propos de Chloé ? Oui. J'ai remarqué des choses étranges. Elle ne sort plus. Elle semble terrifiée. J'ai vu des choses qui m'inquiètent profondément. Un silence se fit à l'autre bout du fil. Puis, la voix d'Élise changea, plus tendue, plus vive. Mon père m'a dit qu'elle avait simplement un rhume. Vous pensez qu'il lui fait du mal ? Madame Claire ferma les yeux. Sa gorge se noua. Je ne sais pas. Mais je suis certaine que quelque chose ne va pas. Depuis quelques jours, un léger rhume tenait Madame Claire confinée chez elle. Ce matin-là, la gorge encore prise, elle décrocha le téléphone d'une main lasse. La voix au bout du fil tremblait d'une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler. Je ne veux pas t'alarmer, Claire, mais j'ai remarqué des choses vraiment étranges. C'était Élise, la fille de Monsieur Manuel. Claire se redressa légèrement. Chloé ne sort plus. Elle ne parle à personne. Elle évite tout contact. Son regard, il semble implorer de l'aide. Tu crois pas que tu exagères un peu ? Chloé m'a appelé au téléphone récemment. Elle m'a même envoyé une photo avant-hier. Un silence suivit. Tu es sûre qu'elle est récente, cette photo ? Demanda Claire, méfiante. Élise hésita. Elle était prise dans sa chambre, elle me l'a envoyée par salaud. Mais maintenant que j'y pense, la chambre était sombre, et on ne distinguait presque pas son visage. Claire fronça les sourcils. Tu devrais aller la voir. Ne te fie pas uniquement à ce que ton père te dit. Quelque chose cloche. Élise soupira, vaincue par les doutes. D'accord. J'irai ce week-end. De toute façon, mieux vaut en avoir le cœur net. Après avoir raccroché, Madame Claire s'adossa contre le dossier de sa chaise et ferma les yeux. Un poids invisible semblait appuyé sur sa poitrine. L'impuissance, ce sentiment corrosif, la rongeait. Quelque chose se jouait à quelques mètres d'elle, quelque chose de grave, et elle se sentait incapable d'agir. Ce même après-midi, alors qu'elle arrosait ses plantes, elle entendit une moto s'arrêter devant chez elle.
C'était Enrique, le petit-neveu de Madame Rose, un étudiant en informatique en dernière année. Il avait souvent l'habitude de passer lui rendre service, réparer son ordinateur ou l'aider avec son téléphone. « Vous m'avez appelé hier ? Vous avez besoin de quelque chose, madame ?» demanda-t-il poliment. Claire baissa la voix. « Enrique, j'aimerais te demander une faveur, un peu particulière. Est-ce que tu pourrais installer une application sur un téléphone pour enregistrer une vidéo à distance ?» Enrique haussa un sourcil, surpris. « Enregistrer quoi, exactement ?» Elle soupira profondément. « Je pense qu'il se passe quelque chose d'inquiétant chez Monsieur Manuel, mais personne ne veut me croire. J'aimerais cacher un téléphone dans un pot de fleurs, juste en face de la fenêtre du rez-de-chaussée. Je veux simplement voir ce qui s'y passe. » Il resta silencieux quelques secondes, pensif. Puis, il acquiesça lentement. « D'accord, mais on l'utilise uniquement pour observer. Rien d'autre. Et pas question de partager les images ailleurs. » Bien sûr. Je te le promets. Ce soir-là, Enrique installa soigneusement le téléphone dans le pot, en face de la fenêtre de la maison de Monsieur Manuel. Quand la nuit tomba, Madame Claire s'assit seule dans sa chambre, les yeux rivés à l'écran de son téléphone qui diffusait les images en direct. Pendant plusieurs heures, les rideaux restèrent fermés. Rien d'anormal. Mais à 1 heure du matin, un frémissement subtil agita les voilages. Une lumière vacillante s'alluma à l'intérieur de la pièce. Et puis, une silhouette. Chloé. La petite fille était assise par terre, les genoux contre sa poitrine. Son visage était livide, presque translucide sous l'éclairage tremblant. Elle ne regardait pas la caméra. Elle ne pleurait pas. Mais elle tremblait. Son corps entier semblait secoué par une peur profonde, viscérale. Monsieur Manuel, lui, était introuvable. 1 minute plus tard, la lumière s'éteignit. Tout retomba dans l'obscurité. Claire porta une main tremblante à sa poitrine. Elle transpirait, de froid. D'effroi. « Mon Dieu, que se passe-t-il là-dedans » murmura-t-elle. Elle ne dormit pas de la nuit. Au lever du jour, elle visionna à nouveau la vidéo. Les images la brisèrent. Chloé, les cheveux en désordre, les bras serrés autour de ses genoux, était prisonnière d'une terreur silencieuse. Aucun son ne s'échappait, mais chaque geste, chaque frisson de l'enfant hurlait un appel à l'aide. Elle appelle à l'aide. Souffla Claire, la main tremblante, en reculant l'enregistrement pour le revoir encore. Elle saisit aussitôt son téléphone. « Élise, j'ai la vidéo. Il faut que tu viennes tout de suite. N'attends pas le week-end. » La voix d'Élise se fit hésitante, presque sur la défensive. « Madame Claire, je comprends votre inquiétude, mais, filmer quelqu'un en secret, ce n'est pas. Ce n'est pas par curiosité que je l'ai fait, » la coupa Claire d'un ton presque suppliant. « C'est pour sauver ta fille. Chloé est enfermée. Personne ne la voit. Personne ne sait. Si tu ne me crois pas, crois au moins ce que voient les yeux de ta fille. » Silence. Long. Douloureux. Puis, enfin, la voix d'Élise s'adoucit. « D'accord. Je prendrai le bus demain à midi. Ne fais rien de plus en attendant. » Claire regarda l'heure. Il était encore tôt. Elle prit une profonde inspiration et composa le numéro de la police. « Commissariat de Clermont, bonjour. »« Bonjour, je suis Claire Vidal. Je voudrais signaler une situation inhabituelle au domicile de Monsieur Manuel Garnier, au numéro 14 de la rue des Oliviers. »« Quel genre de situation, madame ? » ?»« Je soupçonne des signes de maltraitance sur une enfant. Sa petite fille, Chloé Garnier, a 10 ans. On ne l'a pas vue depuis plusieurs jours. Les rideaux restent toujours fermés. J'ai entendu des cris pendant la nuit. Avez-vous une preuve, madame ? » ?»« Oui. J'ai filmé une vidéo depuis ma fenêtre. » Un instant de silence. « Veuillez nous l'envoyer. Nous l'analyserons. Si nous estimons cela nécessaire, nous enverrons une patrouille. » Claire s'exécuta. 1 heure plus tard, 2 policiers, un homme et une femme, frappèrent à la porte de Monsieur Manuel. Claire observait depuis sa fenêtre, le cœur battant comme un tambour. Monsieur Manuel ouvrit. Le soleil illuminait son visage, mais il demeurait impassible. Il invita les agents à entrer avec un sourire poli. 20 minutes plus tard, les policiers ressortirent. Claire se précipita vers eux.
Officier. Chloé? Nous avons tout vérifié, répondit la policière avec un sourire léger. Monsieur Manuel dit que Chloé est malade, qu'elle se repose. Rien ne nous a semblé suspect. Et les cris? Les lumières qui clignotaient? La vidéo? Nous avons vu la vidéo, mais sans plainte officielle d'un membre de la famille ou preuve directe de violence, nous ne pouvons pas aller plus loin, ajouta l'agent. Donc, vous croyez simplement un homme qui vit seul avec une fillette invisible? Nous comprenons votre inquiétude, madame. Mais tout est conforme à la loi. Ils s'éloignèrent. Claire resta figée. Le ciel orange du crépuscule semblait glisser vers une nuit encore plus froide. Mais dans son cœur, il faisait déjà nuit noire. Ce soir-là, elle rappela Enrique. « Tu veux que je place un micro aussi ?» demanda-t-il, inquiet. « Aide-moi, mon fils, je veux juste le mettre près de la fenêtre de la chambre de Chloé. J'ai besoin de savoir ce qui se passe une fois les lumières éteintes. » Enrique soupira. « D'accord. Mais ce sera la dernière fois. Si on entend quelque chose d'anormal, on laissera la police gérer. » Le lendemain, un petit micro fut glissé dans le pot de fleurs. À la tombée de la nuit, Claire s'installa à nouveau dans sa chambre. L'écran diffusait une image trouble. Elle attendait. 1h15 du matin. Un grincement. Le son d'une porte qui s'ouvre lentement. Des pas. Une voix grave. Un murmure. Ne pleure plus. Combien de fois faut-il que je te le dise, hein? Un gémissement faible. Chloé. Sans doute elle. Puis, un fracas de verre. Espèce de petite peste, hurla la voix de Monsieur Manuel. Tu as cassé le verre. Des pas. Une porte qui claque. L'écran devint noir. Claire resta figée, glacée, terrifiée. Le lendemain, elle imprima les images, accompagna la vidéo d'une transcription complète de l'audio, glissa le tout dans une grande enveloppe, et se rendit chez Élise, qui venait de rentrer de Madrid. « Madame Claire ? Que se passe-t-il ? Tu dois voir ça. » Élise s'assit. Les mains tremblantes, elle examina chaque photo. Puis elle écouta. Le silence devint lourd. Son visage se transforma lentement. Surprise. Incrédulité. Puis, l'effre. Il régnait une tension insoutenable dans la pièce. Les mots de Claire résonnaient encore dans l'air, tranchant comme des lames, cette petite est terrorisée. Élise, tu es sa mère. Tu dois faire quelque chose. Élise, pâle, le regard perdu, s'agrippa au bord de la table pour ne pas vaciller. Elle inspira profondément, puis se leva brusquement pour attraper son téléphone. Je vais appeler mon père. Je dois comprendre ce qui se passe. Mais Claire la retint par le bras. Non, ne l'appelle pas, va chez lui. À l'improviste. La police n'agira pas sans une plainte officielle, et en attendant, cet enfant reste seul. J'irai avec toi. Élise hocha lentement la tête, comme si son corps réagissait avant même que son esprit ait compris. Elle savait que Claire avait raison. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, Claire sentait son cœur alourdi par l'angoisse. L'air du matin, habituellement vivifiant, lui semblait désormais chargé d'une brume suffocante. Chaque pas résonnait comme une attente douloureuse. À 3h30 du matin, deux silhouettes féminines se tenaient devant la maison silencieuse de Monsieur Manuel. Claire sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Comme à son habitude, Manuel afficha un sourire tranquille. Élise, Claire, quelle surprise. Entrez donc. Élise, crispée, esquissa un sourire forcé. Je suis venu voir Chloé. Je n'ai pas réussi à la joindre depuis plusieurs jours. Elle dort. Elle a encore un peu de fièvre. Laisse-moi la voir. Manuel hésita brièvement. Sa chambre est un peu en désordre. Claire, d'un ton ferme, intervint. Nous voulons seulement nous assurer qu'elle va bien. Sans attendre l'accord, Élise poussa la porte. Claire la suivit de près. La maison baignait dans un silence pesant. Une étrange odeur de désinfectant flottait dans l'air, presque trop forte, presque destinée à masquer quelque chose. Arrivée devant la chambre de Chloé, Élise constata avec stupéfaction que la porte était verrouillée. « Où est la clé, papa ?» Silence depuis la cuisine. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle s'y dirigea d'un pas décidé, ouvrit un tiroir, et saisit,
les mains tremblantes, un vieux porte-clés bleu qu'elle connaissait bien. Elle revint précipitamment vers la porte. Claire était restée figée, le visage vide. Élise introduisit la clé dans la serrure. Quand la porte s'ouvrit, un souffle glacé sembla traverser le couloir. Les deux femmes retinrent leur respiration. La pièce était plongée dans une obscurité oppressante. Une odeur d'humidité, de renfermé, se mêlait à l'air déjà saturé. Les fenêtres étaient couvertes de rubans adhésifs noirs. Aucun rayon de lumière ne passait. Une petite lampe posée sur une table diffusait une lueur faible, presque irréelle, baignant le lit d'un halo trouble. Et là, dans un coin de la pièce, recroquevillée comme un oisillon blessé, se trouvait Chloé. Ses cheveux en bataille tombaient sur son visage pâle. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, les yeux vides. « Chloé !» cria Élise en courant vers sa fille. Elle tomba à genoux et l'enlaça. Mais l'enfant ne réagit pas. Son regard traversait les murs. Ses lèvres bougeaient, sans qu'aucun mot n'en sorte. Claire s'approcha, le cœur brisé. Elle faillit ne pas reconnaître l'enfant qu'elle voyait encore jouer dans le jardin quelques semaines auparavant. La petite était amaigrie, livide. Ses bras étaient zébrés de marques rouges, récentes. « Mon Dieu !» murmura Claire, les yeux embués de larmes. Manuel entra à cet instant. Sa voix était d'un calme glacial. Elle ne s'est pas encore remise. Elle refuse de manger. Élise se releva, le regard furieux. Pourquoi la porte était-elle fermée à clé de l'extérieur? Elle a tendance à se lever la nuit. Une fois, elle a failli tomber dans l'escalier. Claire, sèche, reprit, et les fenêtres bouchées? C'est pour éviter les courants d'air. Ses poumons sont fragiles. Élise ne répondit pas. Elle souleva Chloé. La fillette était si légère qu'on aurait dit une poupée de chiffon. Je l'emmène chez un médecin. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est qu'une grippe. Je ne te demande pas la permission, papa. Manuel resta sans voix. Il ne tenta même pas de les retenir. Il les regarda simplement s'éloigner, sa fille dans les bras de sa mère. À la clinique privée, Claire ne quitta Élise d'un pas. Pendant que le médecin auscultait Chloé, Élise restait prostrée contre le mur, les mains sur la tête. Claire, elle, ne bougeait pas silencieuse. Inquiète. Après de longues minutes, le médecin revint. Il était mince, la voix posée. L'enfant ne présente pas de blessure grave, mais elle souffre de malnutrition sévère et montre des signes d'épuisement nerveux. Je souhaite l'hospitaliser pour quelques jours, observation et analyse. Élise hocha la tête. Merci, docteur. Le médecin ajouta, baissant la voix, j'ai aussi remarqué des ecchymoses étranges dans son dos. Je ne peux pas en identifier l'origine. Vous pensez qu'on l'a frappé? Demanda Claire, tendue. Je ne peux rien affirmer. Mais je vous recommande vivement de consulter un psychologue pour enfants. Elle a besoin de parler. Élise acquiesça, les yeux pleins de larmes. Après avoir installé Chloé dans la chambre de repos, Claire emmena Élise dans le couloir. Tu me crois maintenant? Élise soupira. Je ne sais plus. Mon père, il n'a jamais crié sur personne. Comment cela a-t-il pu arriver? Peut-être qu'il cache quelque chose. Ou qu'il protège Chloé de quelque chose d'encore plus grave. Claire baissa les yeux. Je ne sais pas, mais cette histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, mademoiselle Laurent, institutrice de Chloé, appela le numéro d'urgence enregistré par l'école. Aucune réponse. Elle rappela à midi. Rien. Pas même un message. Inquiète, elle décida de s'y rendre elle-même après les cours. Arrivée devant le portail vert, elle attendit. Aucun son. La maison semblait figée, vide, les rideaux tirés. Elle frappa. Longtemps. Sans succès. C'est alors que Claire, en face, surgit, un sac de course à la main. Mademoiselle Laurent? Vous cherchez Chloé? Oui, elle n'est pas venue en classe depuis plusieurs jours. Claire pinça les lèvres, hésita. Elle est avec sa mère. Élise est revenue. Elle l'a emmenée chez le médecin. Il y a des signes inquiétants. Vous pensez qu'on lui a fait du mal? Claire serra son sac. Je ne peux pas l'affirmer. Mais mon instinct me dit qu'il y a quelque chose de grave. Laurent hocha la tête, soucieuse. J'en parlerai à la direction. Ils pourront peut-être contacter les autorités.
S'il vous plaît, n'attendez pas. Parfois, un regard d'enfant est un cri que personne n'entend. Ce soir-là, Élise appela Claire depuis l'hôpital. Le docteur dit que Chloé a besoin de repos. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle commence à réagir. Réagir? Comment? Chaque fois qu'un homme passe devant sa chambre, elle se recroqueville, tremble, agrippe ses couvertures. Un infirmier est simplement entré avec un verre d'eau, elle s'est mise à pleurer, elle a dit « non ». Ne le laissez pas approcher. Il est là, dehors. Claire se figea. Elle a dit qui c'était. Non. Seulement qu'un homme la suivait toujours au parc. Et que son grand-père lui disait de courir si elle le voyait. De ne pas parler. Claire soupira, les mains glacées. Mon Dieu, peut-être que j'ai accusé ton père à tort. Élise, tu sais qui est Arnaud? Celui au bout de l'impasse? Non. Je ne l'ai jamais vu. Il a emménagé il y a 2 mois. Claire baissa la voix. Personne ne lui parle. Mais Madame Rose m'a raconté qu'il avait été accusé de harcèlement sur mineur, dans son ancien quartier. Aucune preuve. Un silence lourd tomba entre elles. Mais cette nuit-là, une vérité nouvelle s'insinuait dans l'esprit d'Élise. Une vérité bien plus sombre encore. Il avait été accusé autrefois de harcèlement sur mineur dans son ancien quartier. Il n'y avait jamais eu de preuves tangibles, rien de concret, juste des murmures étouffés et des regards évités. Tu veux dire, qu'il pourrait surveiller Chloé, demanda Élise, la gorge serrée. Ce n'est pas qu'une hypothèse, murmura Claire avec gravité. Je crois sincèrement que Monsieur Manuel le sait, et qu'il fait tout en silence pour protéger sa petite fille. Mais alors, pourquoi ce silence pesant? Pourquoi laisser tout le monde dans le doute, dans l'ignorance, jusqu'à soupçonner le mauvais coupable? Parce qu'il pensait que personne ne le croirait, Élise. Et surtout, il redoutait qu'en révélant la vérité, Chloé panique ou replonge dans la terreur. Un silence s'installa, lourd comme une chape de plomb. Puis Élise murmura, comme une confession qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même. J'ai soupçonné, mon propre père. Ce soir-là, Claire rentra chez elle le cœur noué par l'angoisse. À peine avait-elle posé son sac sur la table que la sonnette retentit, stridente, presque comme une alerte. Enrique se tenait sur le seuil, le visage grave. « Madame Claire, dit-il d'une voix inquiète, j'ai découvert quelque chose en visionnant les enregistrements de la caméra. » Claire sursauta. « Qu'avez-vous vu » demanda-t-elle, le souffle court. « En analysant la vidéo d'hier soir, j'ai aperçu une silhouette qui marchait tout près du mur de la maison de Monsieur Manuel. Il était environ 2 heures du matin. Ce n'était pas lui, car au même moment, il apparaissait dans la cuisine. Regardez, voyez par vous-même. » Il lui tendit son téléphone. Sur l'écran, bien que l'image fût floue, on distinguait clairement une silhouette grande et mince, vêtue d'une veste noire. Elle longeait la clôture, s'arrêtait, se penchait comme pour manipuler quelque chose, puis disparaissait dans l'ombre. « L'image est trouble, murmura Claire. Tu penses que ça pourrait être Arnaud? Je ne peux pas l'affirmer, mais sa démarche lui ressemble beaucoup. Tu peux extraire ce passage et l'envoyer à la police? Bien sûr. Mais ils auront besoin d'un motif solide pour intervenir. Donne-le à Élise. C'est elle la tutrice légale. Cette nuit-là, Claire ne trouva pas le sommeil. L'inquiétude la rongeait, implacable. Elle sortit dans le jardin, leva les yeux vers le ciel noir. Les étoiles scintillaient timidement, comme si elles jouaient à cache-cache derrière les nuages. Un grincement métallique fendit soudain le silence. Ce n'était pas le vent. C'était le bruit sec d'un métal frottant contre un autre. Elle tendit l'oreille, figée, puis un choc léger mais distinct résonna du côté de la clôture. Instinctivement, elle alluma sa lampe torche et courut vers le mur. Personne. Mais au sol, un fil métallique venait tout juste d'être sectionné. Et de l'autre côté, la terre portait des marques fraîches, comme si quelqu'un venait de passer là. Claire rentra en courant, attrapa son téléphone et appela Élise. « Élise, tu devrais prévenir la police. Quelqu'un rôde autour de la maison de ton père. Ce soir. Maintenant. » Élise hésita à peine. « Je le fais tout de suite. Chloé est toujours à l'hôpital, mais j'ai peur pour papa. » 20 minutes plus tard, la police arrivait. Cette fois, c'était l'inspecteur principal Raphaël Dominguez lui-même qui se présenta. Un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant, au ton mesuré,
mais à l'autorité incontestable. Il interrogea Claire dans les moindres détails, la vidéo, l'audio, la silhouette filmée, les heures précises. « Vous avez entendu Chloé dire quelque chose à ce sujet » demanda-t-il. « Oui. » À l'hôpital, en se réveillant, elle a dit distinctement « il est dehors ». Ce pourrait donc être réel. Pas une hallucination. Il hocha la tête, soucieux. Nous allons installer davantage de caméras dans le jardin. Et examiner toute la zone autour de la maison de Monsieur Manuel. Pendant que les agents inspectaient les environs, Claire restait dehors, anxieuse. Les silhouettes des policiers bougeaient dans l'ombre, entre les haies et les arbres. Soudain, la fenêtre du premier étage de la maison de Monsieur Manuel s'illumina. Il était là, debout, droit comme une statue, le regard fixé sur Claire. Il ne disait rien. Ce regard ? Claire ne sut pas dire s'il était empreint de reproche, de colère, ou d'une peur insondable, tapie tout au fond de son âme. Le mercredi matin, à l'hôpital privé Saint-Ramond, Chloé ouvrit lentement les yeux. La lumière douce de l'aube baignait la chambre, dessinant des reflets dorés sur les draps immaculés. À son chevet, Élise, épuisée, veillait sur elle. Les traits tirés, les yeux cernés par les nuits sans sommeil, elle caressait doucement les cheveux de sa fille, essayant de lui transmettre une paix qu'elle-même ne possédait plus. « Chloé » murmura-t-elle. « C'est maman, tu m'entends » L'enfant ne répondit pas. Ses yeux, bien couverts, étaient vides. Elle ne voyait rien, ne réagissait à rien. C'était comme si tout son être avait choisi de se refermer au monde. La psychologue Lucina, une femme douce au regard intelligent, se tenait en retrait. Elle s'approcha et expliqua, d'une voix calme. L'enfant est dans un état de défense psychologique très intense. Elle a fermé toutes les portes. Pour l'instant, plus rien ne passe. Mais pourquoi ? Demanda Élise, la voix brisée. Parce qu'elle a subi un traumatisme profond, peut-être prolongé. Et qu'elle s'est retrouvée seule face à cela, sans être entendue. Elle s'est protégée comme elle a pu. Élise baissa les yeux, honteuse, et serra la main de sa fille. Je suis désolée, j'aurais dû comprendre. Plus tôt. Il n'est pas trop tard, répondit Lucina en posant une main rassurante sur son épaule. Mais nous devons procéder par étapes. D'abord, j'aimerais qu'on réalise des examens médicaux complets. Vous pensez qu'elle est blessée ? Non. Aucun signe visible. Mais son état de faiblesse m'interpelle. Une simple mauvaise alimentation ne l'explique pas. J'ai une suspicion. Elle aurait pu être sédée. Longtemps. Ces mots firent frissonner Élise. Quelqu'un aurait pu lui administrer, ça ? C'est une hypothèse. Il nous faut des analyses pour en être sûr. L'après-midi même, Claire décida d'aller voir Madame Rose. Ensemble, elles se rendirent chez Monsieur Fermin, un vieil homme qui vivait à quelques maisons de celle de Manuel. Il parlait peu, mais voyait tout. « Fermin, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange récemment » demanda Rose. Assis sur son fauteuil à bascule, il tira une bouffée de cigarette avant de répondre. « Oui. Plusieurs choses. J'ai vu Manuel sortir dans son jardin vers 2 heures du matin. Il portait un bonnet et il tenait quelque chose dans la main. Ça ressemblait à un stéthoscope. » Claire tressaillit. « Vous l'avez vu parler à quelqu'un ? » Non. Mais à chaque fois qu'il sortait, il regardait autour de lui. Il braquait sa lampe torche vers les buissons, comme s'il cherchait quelqu'un. « Avez-vous vu une silhouette étrange rôder » insista Rose. « Oui. Grande. Mince. Elle passait devant la maison la nuit, plusieurs fois. Mais dès que j'allumais la lumière, elle disparaissait. Je n'ai jamais vu son visage. Pourriez-vous témoigner auprès de la police ? Bien sûr. Je n'ai peur de rien. » Ce soir-là, Élise reçut un appel de la docteure Lucina. « Il faut que je vous parle immédiatement » dit-elle d'une voix urgente. « Qu'y a-t-il ? » Les analyses sont arrivées. On a retrouvé dans le sang de Chloé une petite quantité de bénodiazépine. C'est un sédatif, de force modérée, mais totalement interdit chez les enfants. Élise resta muette. « Qui aurait pu faire ça » demanda-t-elle enfin, la voix étranglée. Quelqu'un ayant accès régulier à elle. Et suffisamment de connaissances pour ne pas éveiller de soupçons. Lucina hésita, puis ajouta. « Je soupçonne son grand-père. Mais je ne suis pas certaine qu'il voulait lui nuire. Peut-être croyait-il la protéger.
Peut-être pensait-il qu'en la maintenant dans cet état, elle éviterait la panique. Peut-être voulait-il l'épargner. Élise porta les mains à son visage. Je ne sais plus quoi penser. Restons calmes. Il se peut qu'une autre personne tire les ficelles. Sans attendre, Élise appela Claire pour tout lui raconter. À l'autre bout du fil, Claire resta un long moment silencieuse. Puis, d'une voix douce mais déterminée, elle murmura. Alors, c'est encore plus grave que ce qu'on croyait. D'une voix basse, presque un souffle, Claire murmura. Tu te souviens de ce que la fillette a chuchoté hier soir? Elle répétait, il est là, dehors. Et puis elle a dit que son grand-père lui avait interdit d'en parler. C'est ça. Elle n'a jamais dit que son grand-père lui avait fait du mal. Juste qu'il lui avait imposé le silence. Et ça change tout. Le lendemain matin, la police revint devant la maison de Monsieur Manuel, cette fois munie d'un mandat délivré par le procureur local, après réception des analyses médicales de Chloé. Le chef de l'enquête, Raphaël Dominguez, accompagné de 3 agents, pénétra dans le jardin de la maison numéro 14. À l'intérieur, Monsieur Manuel, vêtu d'un gilet en laine, lisait calmement son journal, une tasse de thé encore fumante posée à portée de main. Nous devons fouiller toute la maison, annonça Raphaël, sans détour. Manuel leva les yeux, sans trace de panique. Je n'ai rien à cacher, répondit-il simplement. Les agents se dispersèrent autour de la propriété. Au bout de quelques minutes, un jeune policier appela depuis le jardin. Chef Dominguez. Venez voir, derrière ce pot de rose. Il y a une cavité dans le mur. On en sortit une petite boîte en métal, discrète, couverte de poussière. À l'intérieur, un micro-espion, plusieurs bandes d'enregistrement et une clé USB. Raphaël prit la boîte, jeta un regard interrogateur à Manuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Des enregistrements, dit Manuel, d'une voix lente. J'ai installé des micros, dans la maison, le jardin, même près de la clôture. J'avais besoin d'entendre le moindre bruit suspect. Pourquoi? Parce que je sais que quelqu'un rôde autour de Chloé. Et pourquoi ne pas avoir alerté la police? Je l'ai fait. Il y a 3 mois. Mais ils m'ont pris pour un vieux paranoïaque. Je n'avais aucune preuve. Alors j'ai décidé d'agir seul. Je ne pouvais pas prendre le risque d'attendre un drame. Raphaël le fixa longuement. Vous savez que surveiller un enfant mineur avec des micros est totalement illégal. Je le sais, admit Manuel sans détour. Mais je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'elle puisse dormir en paix. Elle faisait des cauchemars, toutes les nuits. Elle criait, pleurait, se réveillait en sueur. J'ai tout essayé. Même l'aide d'une psychologue. Rien ne fonctionnait. Un autre agent descendit de l'étage, tenant une liasse de photos entre ses mains. Chef. On a trouvé des images imprimées, prises par des caméras dans le jardin. Regardez. Sur plusieurs clichés, une silhouette inconnue apparaissait à différentes heures de la nuit, près de la clôture. Les traits étaient flous, mais la présence était indéniable. Raphaël se redressa, les yeux plissés. Enfin une piste. Nous allons embarquer tous les dispositifs pour analyse. Monsieur Manuel, vous êtes convoqué pour collaborer à l'enquête. D'accord, répondit l'homme en se levant. Tant qu'on l'attrape, lui. Le téléphone de Claire vibra. C'était Élise. Sa voix tremblait. Madame Claire, c'est Chloé. Elle s'est évanouie dans la salle de bain. Et en reprenant connaissance, elle a murmuré un nom. Quel nom? Arnaud. Claire sentit son cœur se contracter. Tu es sûr? Oui. Elle l'a dit distinctement. Arnaud. Il est là, dehors. Grand-père m'a dit de me taire. Il me suivait dans le parc. Sans ajouter un mot, Claire attrapa son manteau, traversa la rue et frappa chez Madame Rose. Rose, tu as encore le numéro du chef Dominguez? Oui, bien sûr. Pourquoi? Appelle-le immédiatement. Arnaud, celui qui habite au bout de la rue. C'est lui que Chloé craint. 10 minutes plus tard, 3 voitures de police se garaient devant la maison numéro 21 de la rue des Oliviers. Les rideaux étaient tirés, les lumières éteintes. Un silence glaçant régnait. Raphaël donna ses ordres. On encercle la maison. Je frappe à la porte. Il s'approcha et cria. Monsieur Arnaud Vernier.
Police nationale. Ouvrez. Aucune réponse. Dernier avertissement. Ouvrez immédiatement. Silence total. Un agent força la serrure à l'aide d'un pied de biche. La porte s'ouvrit avec fracas. L'air à l'intérieur était lourd, moisi, imprégné d'une odeur acide. Les policiers allumèrent leurs lampes, inspectant pièce par pièce. Séparez-vous en deux groupes, fouillez chaque recoin. Ordonna Raphaël. La première pièce était vide. La deuxième, sinistre, avec des murs jaunis et sans meubles. Puis Raphaël poussa la porte de la dernière chambre. Et son sang se glaça. Sur un grand mur, un panneau en liège affichait des dizaines de photos. Toutes de Chloé. Certaines prises de loin, d'autres de près. Au parc. Dans le jardin. Devant l'école. En train de manger une glace. Des clichés captés sous des angles si bas qu'on devinait une caméra dissimulée dans un sac ou sous un manteau. Plusieurs étaient agrandis, entourés de cercles rouges, avec des annotations dérangeantes. 11h30 où elle sort dans la cour. 17h où le vieux s'interpose. Un jeune officier déglutit, blême. Mon Dieu. Sur la table, un ordinateur portable était allumé. L'écran restait noir. Raphaël fit signe à un agent. Emmenez-le au labo. Ne touchez pas au disque dur. Chef. Ajouta un autre en tendant une feuille froissée. Il y avait ça, là, sous le clavier. Le papier contenait un message manuscrit. Cette fille aurait dû être à moi. Ce vieux a ruiné mes plans. Je dois me débarrasser de lui avant que tout ne devienne incontrôlable. Raphaël replia le papier, la mâchoire serrée. Mandat d'arrestation à l'échelle de la ville. Arnaud Vernier. 1,83 mètres, mince, cheveux grisonnants, potentiellement armé. À l'hôpital, Élise se tenait devant la salle de repos, les mains tremblantes. La docteure Lucie s'approcha doucement. L'enfant est stable. Ce n'était qu'un évanouissement, dû au stress. Mais, cette fois, elle a parlé un peu plus. Qu'a-t-elle dit? Elle a raconté qu'il y a environ 3 semaines, un homme inconnu s'est approché d'elle au parc. Il lui a dit qu'il connaissait sa mère. Il a essayé de lui donner des bonbons. Et, il l'a touchée. Chloé a eu peur, elle a couru chez elle. Ce soir-là, elle l'a raconté à son grand-père. Et depuis ce jour, tout a commencé. Élise chancela. C'est là que Manuel a commencé à la garder à la maison. Il avait peur. Personne ne le croyait. Il s'est retrouvé seul à porter cette peur. Et les sédatifs? Il a fait ce qu'il a pu. C'était peut-être sa seule solution. Un homme seul, sans les outils, mais animé d'un amour désespéré. Élise se couvrit le visage, envahi par les larmes. J'ai si mal jugé mon père? Lucie lui prit doucement la main. Il est encore temps. Ce soir-là, Claire était seule dans son salon. La lumière tamisée dessinait son ombre sur les murs usés. Toutes les notes, les fiches, les photos rassemblées ces dernières semaines étaient là, ordonnées, prêtes à parler. Mais pour la première fois, elle n'y toucha pas. La porte s'ouvrit doucement. C'était Enrique. Mamie, la police m'a appelé. Ils ont trouvé autre chose. Claire leva les yeux. L'ordinateur d'Arnaud contient des centaines de fichiers. Des photos d'autres fillettes. Pas seulement Chloé. Des visages dans des parcs, des écoles, des supermarchés. Certains fichiers sont cryptés. Ils sont en train de les décrypter. Et il y a aussi une vidéo, d'une caméra cachée dans les buissons, dans le jardin de Manuel. On voit Arnaud escalader le mur. Plusieurs fois. Claire ferma les yeux. Il n'était pas paranoïaque. Il protégeait l'enfant d'un démon. Ils vont l'arrêter, mamie. Toute la ville le cherche. Claire hocha lentement la tête, les larmes coulant en silence. Il est peut-être temps que tout le monde lui demande pardon. À l'hôpital, Élise entra dans la chambre. Chloé était adossée à l'oreiller. Elle semblait encore fatiguée, mais ses yeux, cette fois, n'étaient plus vides. « Maman » murmura-t-elle. « Oui mon amour, je suis là. » Élise lui prit la main en retenant ses larmes. « J'ai peur qu'il sache où je suis. »« Non, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Toute la ville sait. La police veille sur toi.
Plus jamais il ne te fera de mal. Chloé ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle trouva un peu de paix. Chloé hocha doucement la tête, ses yeux brillants de larmes refoulées. Papy disait que personne ne le croirait. Murmura-t-elle, sa voix se brisant en une plainte étouffée. C'est pour ça qu'il avait installé les caméras, les enregistreurs. Il est resté éveillé toute la nuit pour que je puisse dormir tranquille. Elle s'interrompit, submergée. Je suis désolé de ne pas l'avoir cru. Ses petites lèvres tremblaient. Il disait que tu aurais peur, maman? Que tu penserais qu'il mentait. Mais non. La folle, c'était moi. Moi, qui n'ai pas vu la vérité. Sans prévenir, Chloé se pencha pour étreindre sa mère. Pour la première fois depuis des jours, ses bras s'accrochaient vraiment à quelqu'un, comme si elle retrouvait enfin un port d'attache après une mer agitée. Dans le couloir, Lucie observait la scène en silence, un sourire doux dessinant ses lèvres. La nuit enveloppait la ville. Sur le toit d'un immeuble proche du parc, une nouvelle caméra de surveillance venait d'être fixée, veillant comme un gardien muet. La lumière jaune d'un lampadaire baignait la rue déserte. Des agents patrouillaient, mains posées sur la crosse de leur arme, les yeux attentifs. Dans un coin d'ombre, une silhouette avançait lentement. Un homme, casquette vissée sur la tête, sac à dos en bandoulière. Son visage restait dissimulé sous l'ombre complice des arbres. Une sirène déchira le silence. Une voiture de police s'approcha. Une voix gronda depuis le haut-parleur. « Arrêtez-vous. » « Police !» L'homme tourna brusquement la tête, puis s'élança en courant. Il n'avait fait que quelques mètres qu'un cri retentit. « Maintenant !» 3 agents surgirent de l'ombre, le plaquèrent au sol avec fermeté, et lui passèrent les menottes. Un véhicule s'arrêta. L'inspecteur Raphaël Dominguez en descendit, s'approcha lentement, et fixa l'homme avec intensité. « Arnaud Vernier, la route s'arrête ici pour vous. » L'homme ne répondit pas. Il esquissa seulement un rictus froid, tordu, qui n'atteignait ni ses yeux ni son âme. Le lendemain, dans le quartier paisible de la rue des Oliviers, un mélange étrange de soulagement et de sidération flottait dans l'air. Tous les voisins en parlaient. À la télévision, dans les journaux, sur les réseaux, un homme soupçonné de harcèlement sur mineurs, arrêté en flagrant délit, preuve numérique à l'appui. Mais au fond, ce que tout le monde retenait, c'était une chose, Chloé était enfin en sécurité. Elle commençait doucement à se reconstruire. Assise sur son lit, elle coloriait un cahier qu'on lui avait offert la veille. Sa mère, Élise, ne la quittait pas des yeux, attentive à chaque respiration, chaque soupir. Lucie entra dans la chambre avec délicatesse. Chloé leva les yeux. Il n'avait plus cette lueur apeurée, cette fuite constante. « Chloé, » dit Lucie doucement en s'asseyant au bord du lit, « la docteure a quelque chose à te dire. » Chloé posa son crayon et inclina la tête. L'homme, celui que tu appelais Arnaud, a été arrêté. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. La petite tourna la tête vers sa mère, incertaine. Élise acquiesça avec émotion, lui serrant la main. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle. « Pardon de ne pas t'avoir cru plus tôt. » Chloé se frotta les yeux. Papy disait de ne rien dire. Il disait que s'il parlait, il te ferait du mal à toi aussi. Élise lui caressa la main. Ton grand-père a fait de son mieux pour te protéger. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te taire. Il n'y a plus de danger, ma chérie. Lucie ajouta. Nous sommes tous avec toi, Chloé. Et ton grand-père, il n'est pas une mauvaise personne. La fillette hocha la tête. Je le sais, murmura-t-elle, comme si ces mots la délivraient d'un fardeau. À la gendarmerie de Clermont, Monsieur Manuel était assis, droit et digne, face à l'inspecteur Dominguez. Il n'était ni menotté, ni traité comme un criminel. Après avoir analysé les dispositifs installés chez lui, les enquêteurs étaient parvenus à une conclusion claire, tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour protéger sa petite fille. Raphaël posa un dossier sur la table, l'ouvrit avec précaution. Nous avons examiné toutes les données. Le système que vous avez mis en place est impressionnant. Caméra cachée dans les plantes, micro dans les murs, capteur de mouvement. Manuel soupira. Chloé, c'est tout ce qu'il me reste. J'ai perdu ma fille dans un accident. Mon gendre est parti. Elle est la seule lumière qu'il me reste dans ce monde. Raphaël adoucit le ton. Vous savez que donner un traitement médical à un enfant sans ordonnance est interdit.
Je le sais, répondit Manuel en baissant la tête. Mais Chloé ne dormait plus. Elle pleurait chaque nuit. Elle disait qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ils ont regardé rapidement et sont repartis. Comme si j'étais fou. Il inspira profondément. Alors j'ai décidé de faire ce que personne ne faisait. J'ai installé tout le système. Je veillais chaque nuit. Je mettais des films à fond, je criais exprès, pour qu'il croie que Chloé était punie et que la porte de sa chambre était bien fermée. Un silence s'installa. J'avais peur qu'il la kidnappe, comme ces fillettes dans les infos. Raphaël referma doucement le dossier. Je ne peux pas dire que c'était bien, mais je ne peux pas dire que c'était mal non plus. Peut-être étiez-vous le seul à avoir fait ce qu'il fallait. Le matin suivant, Claire entra à l'hôpital, une boîte de biscuits tièdes à la main. Élise lui ouvrit, souriante. Entre, Chloé est déjà réveillée. La petite était assise sur son lit, coiffée, les yeux brillants mais paisibles. Tu te sens mieux, demanda Claire en posant les biscuits. Chloé répondit doucement. Je ne rêve plus de lui. Claire s'assit à ses côtés et lui prit la main. Pardonne-moi d'avoir douté de ton grand-père. La fillette murmura. Moi aussi, j'ai cru que tout le monde allait le détester. Il disait toujours, les gens bien sont souvent mal compris. Mais ils font quand même ce qui est juste. Élise les regardait, émue. Demain, ton grand-père rentrera à la maison. Raphaël a confirmé, aucun délit. Les preuves ont retracé les apparitions d'Arnaud sur plusieurs mois. Chloé baissa la voix. Je veux qu'il sache que je ne suis pas fâché contre lui. J'avais juste très peur. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Claire serra sa main. Il sera très heureux d'entendre ça. L'après-midi, la porte de la maison numéro 14 s'ouvrit enfin. Monsieur Manuel franchit le portail. Élise et Chloé l'attendaient sur le seuil. Son regard chercha aussitôt la petite. Elle courut vers lui, l'enlaça de toutes ses forces. « Pardon, papy. » Il s'agenouilla, l'étreignit à son tour. « Non, c'est moi qui dois te demander pardon. Je t'ai fait peur, parce que je ne savais pas comment te dire les choses. » Élise les rejoignit et les entoura tous les deux de ses bras. Un peu plus loin, Claire les observait, émue, un sac à la main. Elle ne dit rien. Elle se contenta de lever la main. Un salut simple, mais chargé de tout le poids des malentendus, de la peur et du pardon. Manuel lui répondit d'un hochement de tête plein de gratitude. Ce soir-là, dans la cuisine de la maison Garnier, une douce odeur de gâteau flottait à nouveau. Chloé, perchée sur sa chaise haute, observait son grand-père découper une pomme. Cette fois, il utilisait un vrai couteau. Mais son visage était serein. Il plaisantait. « Ne coupe pas des morceaux aussi gros, papy, je n'arrive pas à les manger. » Il prit un air faussement sérieux. « Et qui donc a mangé 3 parts de gâteau hier ?» 3 semaines plus tard, au tribunal de Clermont, l'audience préliminaire s'ouvrit. L'homme qui avait terrorisé Chloé, et peut-être d'autres petites filles, se tenait dans le box des accusés. La salle était comble. Des voisins. Des mères. Des pères. Des citoyens ordinaires venus non seulement voir un homme jugé, mais aussi tourner une page douloureuse. Chloé, elle, n'était pas là. Elle était dans sa chambre, à colorier. Et pour la première fois depuis longtemps, elle souriait. Trouver des réponses aux doutes qui, depuis si longtemps, pesaient sur l'homme aux cheveux gris, Monsieur Manuel Garnier, avait été une obsession pour certains, une nécessité pour d'autres. Ce jour-là, au tribunal, le silence était lourd d'attente et de tension. Élise, le visage tendu mais le regard droit, était assise sur le banc réservé aux victimes. Sa main ne lâchait pas celle de sa fille Chloé, qu'elle serrait comme un talisman. La fillette, vêtue d'une robe à fleurs dans des tons clairs, semblait avoir retrouvé un éclat de vie dans les yeux. Pourtant, elle restait agrippée à sa mère comme si celle-ci était la seule chose stable dans un monde incertain. Non loin d'elle, Claire, Enrique et Madame Rose étaient également présents, assis dans un silence recueilli. Tous attendaient le moment où la vérité, enfin, briserait les chaînes du soupçon et du malentendu. Le marteau du juge résonna dans la salle, solennel. L'audience de l'accusé Arnaud Vernier, 58 ans, pour violation de la vie privée, harcèlement et tentative claire d'enlèvement sur mineur, est ouverte. Le procureur se leva avec une détermination froide. Nous disposons de preuves irréfutables extraites de l'ordinateur personnel de l'accusé, déclara-t-il.
des dizaines de fichiers photographiques d'enfants observés, identifiés et classés. Parmi eux, plus de 70 clichés concernaient la mineure Chloé Garnier. Il fit une pause, laissant l'horreur s'installer. Les vidéos montrent l'accusé rôdant autour de la maison de Monsieur Garnier, escaladant la clôture, installant des dispositifs d'enregistrement dissimulés. Il a tout planifié. Dans le box des accusés, l'homme restait muet. Maigre, le costume gris froissé, les épaules affaissées, il semblait en ruine. Mais ses yeux brillaient d'un éclat dérangeant, une lueur de défi intacte. Le procureur continua, implacable. Nous avons également retrouvé, dans sa chambre, une note manuscrite. Il y exprime son intention de se débarrasser du vieux, en référence à Monsieur Garnier, qu'il considérait comme un obstacle à ses plans. Il avait noté les horaires de Chloé, étudié ses routines, et établi un plan pour l'approcher à la sortie de l'école. L'avocat de la défense se leva à son tour. Sa voix était éteinte. Mon client présente des antécédents de troubles mentaux légers. Dans le fond de la salle, Raphaël, un enquêteur, secoua la tête. À côté de lui, un collègue murmura. Il savait exactement ce qu'il faisait. Tout était prémédité. On ne peut pas utiliser sa santé mentale comme échappatoire. Le moment des témoignages arriva. Élise se leva, les mains tremblantes, mais le regard ferme. Je suis la mère de Chloé. Pendant des mois, ma fille a vécu dans la peur. Elle n'osait ni parler, ni dormir. Elle vivait dans une terreur sourde, constante. Elle respira profondément, puis poursuivit. J'ai mal interprété les gestes de mon père. Sa manière de protéger Chloé me paraissait excessive. Mais aujourd'hui, tout est devenu limpide. Mon père ne s'était pas trompé. Il a été le seul à faire confiance à l'intuition de sa petite fille. Il a cru en elle quand moi-même j'étais aveuglé par mes propres peurs. À l'arrière de la salle, Claire, les larmes aux yeux, hocha la tête, bouleversée. Chloé fut alors autorisée à témoigner, sous haute protection. D'une voix douce mais claire, elle dit. Je veux juste dire que mon grand-père n'a rien fait de mal. Il est resté éveillé toutes les nuits pour que je puisse dormir. Il a mis des barreaux, des caméras, des micros. Je ne comprends pas tout, mais je sais qu'il l'a fait parce qu'il m'aime. Parce qu'il voulait me protéger. Un silence s'abattit. Le genre de silence qui ne laisse aucune place au doute. Le juge rendit alors son verdict. Arnaud Vernier est condamné à 14 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle durant les 8 premières années. À sa sortie, une surveillance spéciale sera ordonnée. Un léger applaudissement retentit dans un coin de la salle. C'était Madame Rose. Bientôt, d'autres se levèrent, non pour célébrer, mais pour respirer enfin, pour sentir que la justice avait rétabli l'ordre des choses, juste à temps. Claire se pencha vers Chloé, les yeux brillants. « Petite, j'ai quelque chose à te dire. » Chloé inclina la tête, curieuse. « Pardonne-moi d'avoir mal jugé ton grand-père. J'ai vu quelque chose qui m'a fait peur. Et je n'ai pas voulu voir au-delà. Je n'ai pas compris l'amour qu'il mettait derrière ses gestes. » Chloé lui offrit un sourire tendre. « Moi aussi, je pensais qu'il était froid, mais en fait, il est juste mauvais pour parler. C'est tout. » Tout le monde éclata de rire. Manuel haussa un sourcil et plaisanta. Et dire que Claire me traitait de vieux excentrique. Claire lui donna une petite tape affectueuse sur l'épaule. Eh bien, tu le es, mais dans le bon sens du terme. Élise regarda son père avec douceur. Papa, moi aussi, je te demande pardon. De ne pas t'avoir cru. D'avoir douté de toi. Manuel resta silencieux quelques secondes. Puis il posa doucement sa main sur celle de sa fille. Tu étais une mère effrayée. Comme moi. On fait tous des erreurs quand on croit protéger ceux qu'on aime. Chloé s'exclama soudain. Alors on n'est plus fâchés les uns contre les autres? Bien sûr que non, répondit Manuel avec un sourire. Et tu sais quoi? J'ai décidé d'ouvrir les rideaux de la cuisine chaque matin. Dans les jours qui suivirent, la rue de l'Olivier reprit doucement vie. Mais quelque chose avait changé. Un calme nouveau, une chaleur plus présente. La maison de Monsieur Manuel, autrefois close et méfiante, s'était ouverte. Chloé, sa mère Élise et son grand-père vivaient désormais ensemble. Chaque jour, elle répétait. Maintenant, papa n'a plus besoin d'installer des caméras. Un rire sincère éclata autour de la table familiale.
Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Claire resta debout près de sa fenêtre, comme elle le faisait souvent. Elle regardait en direction de la maison de Manuel. Et ce qu'elle vit la fit sourire. Chloé, les cheveux au vent, pédalait dans la cour. Élise arrosait des plantes. Manuel, un tablier autour de la taille, chantonnait un vieil air en préparant un gâteau. La lumière dorée du crépuscule baignait la scène. Claire porta une main à sa poitrine, émue, puis murmura à voix basse, comme pour elle-même. Peut-être que les gens bons dans ce monde ne sont pas toujours compris. Mais ce sont eux, dans leur silence et leur patience, qui empêchent le monde de s'effondrer. Cette histoire est celle du pouvoir de l'amour discret, de l'intuition d'un vieil homme à qui on n'a pas voulu croire. C'est aussi une leçon sur les jugements hâtifs, sur les apparences qui trompent et sur la nécessité de toujours écouter les enfants. Car parfois, ce sont les justes qui souffrent le plus. Non parce qu'ils ont mal agi, mais parce qu'ils n'ont pas su se faire entendre autrement qu'en agissant, en protégeant, en aimant. Dans le silence. Et cela mérite d'être honoré.